Bonjour, on va aller loin, mais on va rester près. Près dans notre cœur pour parler de la Nouvelle-Calédonie, puis loin parce qu'on va presque à l'autre bout du monde quand on est en métropole. Deux invités, Bruno Lahaye, le Baulois déjà bien connu, il a publié Désobéissance pacifique pour parler de l'indépendance audiovisuelle en Nouvelle-Calédonie, et André Coiset, qui est le coordinateur de Radio Jido en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, coordinateur de Radio Jido, et puis un grand merci pour l'accueil que vous nous faites ici dans cette radio. C'est nous qui vous remercions d'être là. Pourquoi vous avez fait 24 km pour venir à la Baule? D'abord, je disais que c'est d'abord je suis en congé, on va dire de cette manière-là. Ma fille fait ses études à Brest, mais en même temps, c'est une opportunité de lier l'utile à l'agréable. La Brest, la Bretagne, nous rentrons dans la période de la décennie des langues autochtones, et tout ce qui concerne les langues, on va rentrer, notre radio va rentrer dans cette décennie-là pour effectivement valoriser, promouvoir cette identité-là, et on va en parler tout à l'heure dans ce beau livre qui est un véritable plaidoyer. Donc c'est pour ça que je vous remercie de l'intérêt et puis de cette opportunité que vous nous donnez aussi aujourd'hui. André, ce qui est fantastique, c'est qu'il est directement allé au but du sujet. Voilà, en parlant des langues, de la décennie, on va rentrer dans une nouvelle ère, on peut plutôt dire, des langues autochtones. Bruno Lahaye, vous êtes connu, vous avez été candidat sur une liste aux dernières élections municipales à la Baule, vous êtes un militant associatif très engagé, vous avez fait votre carrière à la direction d'un groupe audiovisuel, et vous êtes pris de cœur, j'allais dire, pour la cause de l'indépendance audiovisuelle calédonienne. Vous racontez tout cela dans ce très beau livre qui s'appelle Désobéissance pacifique. Question personnelle, qu'est-ce qui a fait cette attache avec la Nouvelle-Calédonie? C'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour, d'amour du pays, d'amour de notre pays, Yannick, et notre pays, André. Vous l'avez découvert. Amour de nos deux pays. Vous avez découvert cette région quand vous avez été muté, c'est ça? Vous avez travaillé. Voilà, 4 ans de 2012 à 2016. Alors, nous allons parler de ce sujet, ce que vous appelez la désobéissance pacifique. Effectivement, là où c'est intéressant pour nous, pour parler de ça, nous sommes effectivement dans un contexte, il y a l'actualité politique. Donc demain, sur Paris, où il y a tous les différents partenaires qui vont se réunir, et le livre, il tombe à point. Et c'est vrai que Bruno, il a développé pas suffisamment, mais pour ce lien-là, il y a ce lien par rapport à cette affinité-là, parce que le livre a été écrit par plusieurs, mais en même temps, il y a une responsabilité que tu portes avant d'arriver en Calédonie, qui est passé dans les autres îles. Ce lien-là, tu le fais ressortir dans ce livre? Oui, très lourd de responsabilité. Il ne faut pas croire, c'est difficile à porter, cette responsabilité. Parce que, quand j'étais là-bas, d'abord, j'avais une équipe de jeunes autochtones de Nouvelle-Calédonie, et il y a un jeune d'ailleurs qui intervient à un moment donné dans le livre, puisqu'il traduit la chanson, puisqu'en même temps, je suis également auteur-compositeur de chansons, que je chante dans différentes langues kanak. Il faut savoir qu'il y a 28 langues, ce sont les vraies langues, kanak, en Nouvelle-Calédonie, et donc qui m'écrit cette chanson que je chante, Une terre d'espérance, qui est liée avec le livre à la fin. Et en fait, c'est une énorme responsabilité, parce que le jeune, qui en fait, dans la société autochtone, représente toute la jeunesse kanak, il compte sur moi, quoi. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, parce qu'il y a beaucoup qui nous écoutent, peut-être ne connaissent pas le sujet, ils ne peuvent parfois pas comprendre, parce que comme vous le maîtrisez, vous êtes très très à l'aise. Ce que vous évoquez, finalement, c'est la chape de plomb culturelle, intellectuelle et linguistique imposée par la République sur ces territoires. C'est ça, en résumé. Voilà, et en fait, il n'y a pas l'individu n'existe pas dans la société kanak. Ce jeune, c'est qu'une branche de l'arbre.
Mais est-ce qu'on pourrait faire le il y a même toute la jeunesse. constat Derrière, il y a toute la jeunesse. Et pareil, avec Naouya Uemeno, qui a écrit le livre avec moi. Donc nous avons écrit le livre ensemble. C'est pas elle qui l'écrit, moi qui l'écris, c'est nous. Et du coup, je porte en plus une responsabilité. Elle porte la responsabilité parce qu'en écrivant, elle devient la représentante de toutes les femmes calédoniennes, kanak ou non kanak, toutes les femmes qui sont nées de cette terre, voyez-vous. En Ralachou, je chante une chanson aussi en Ralachou, qui est la langue paternelle de Naouya Uemeno. Nous, ça veut dire la femme, mais Kadé, c'est l'homme, c'est le pain, le sapin, et l'enfant, c'est Koopoa. Koopoa, c'est le peuplier. Et dans toutes ces sociétés, vous voyez, sont représentés. L'homme est représenté, il vient de la terre, la femme, elle vient de la terre, et avec l'arbre, elle s'élève. Tout le monde s'élève. Mais c'est une seule et même entité. Il n'y a pas de notion d'individu. Et du coup, donc, Naouya Uemeno, qui représente toutes les femmes de Nouvelle-Calédonie, m'investit de cette responsabilité de les protéger. Donc, culturellement, et aussi au travers de désobéissance pacifique, qui défend. Vous avez dit un gros mot tout à l'heure, excusez-moi Yannick, vous avez dit indépendance, c'est un gros mot en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas dire indépendance, il faut dire laïcité équitable. Et la laïcité, c'est dans le livre ce que j'apporte en don sur la table, et ce que Naouya Uemeno apporte, elle, c'est l'équité. Et donc, on en finit d'en faire de la laïcité équitable. Voilà, j'arrête. Peut-être aussi pour nos auditeurs de la Baule, il ne faut pas qu'on oublie, ici de Bretagne, ici on a traversé tout à l'heure l'avenue du Général de Gaulle. Je pense que c'était important de placer. On parle de l'actualité. Il y a eu des engagements des uns et des autres par rapport à la population autochtone. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va bientôt fêter la première, le 11 novembre. Donc il y a le 11 novembre et puis le 5 mai avec le Général de Gaulle. Le peuple kanak est très... c'est une société de civilisation orale. Ce qui a été dit par le général, on le prend, on le saisit. Et pour nous, c'est des engagements. Quand la France dit, vous avez sauvé, vous avez aidé la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, maintenant la France va vous accompagner pour organiser votre pays. Donc, je dis par rapport aux langues autochtones, nous sommes sur ce registre-là aussi, quoi. C'est-à-dire, on n'oublie pas les promesses. C'est exact. Voilà. Mais est-ce que ce constat que l'on fait pour la Nouvelle-Calédonie, finalement, on pourrait le faire pour des générations en Corse, au Pays Basque, en Bretagne, où des enfants se sont fait taper dessus parce qu'ils voulaient parler breton à l'école. Ça a été le cas. Ah oui, bien sûr, oui. Mais ça, c'est tout ce que la nouvelle technologie, à travers le livre, c'est le plaidoyer qui est proposé par cette laïcité, une manière de dire cette laïcité-là, c'est cette laïcité plurielle qui est proposée, le plaidoyer qui est porté par ce livre. Les technologies nous permettent effectivement d'offrir à la population liberté d'aller sur telle chaîne, et avoir cette multiplication de sources d'informations, et que les gens ils puissent avoir telle information ici, avoir telle information ici. Parce que sur la Nouvelle-Calédonie, quand le terme et puis, qui a été dénoncé pour nous, c'est un beau livre, parce qu'en fait, il y a le terme apartheid que vous relevez ici, l'apartheid numérique. La première fois quand j'ai lu, j'ai dit, mais quelqu'un qui nous dit ça, mais pourquoi il en est arrivé là? Parlez-nous de Radio Djedo. Peut-être rappeler le sens. Oui, oui. Donc, en fait, c'était un outil. Il y a une architecture traditionnelle en Nouvelle-Calédonie. Donc, Jean-Marie Tjibaou, quand il a donné le nom là, il a nommé quand on doit construire la case, il y a l'architecture en bois. Et après, pour faire la couverture, on pose de la paille, à partir de la base jusqu'au sommet.
Et pour pouvoir attacher la paille, on utilise l'outil Jido qui sert de lien entre la personne qui est à l'extérieur et la personne qui est à l'intérieur. Chobigo, ça c'est la langue de Dieu. Celui qui est à l'extérieur, il lui dit, donne-moi, passe-moi. Donc celui qui est à l'intérieur, il donne. Et celui qui est à l'extérieur, il attache la corde. Et puis après, il y a un mouvement qui revient et on replace. Ce qu'il faut retenir dedans de Radio Jido, c'est ce concept-là. Le lien entre celui qui est à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur. À partir de la base jusqu'au sommet de la structure. Et en cela, la radio, nos radios, participent à la cohésion à travers des espaces de parole, à travers des espaces de discussion. Mais là, on va plus loin, à travers ce livre-là, et là où c'est intéressant, et puis je voudrais qu'on puisse orienter, diriger, aller vers cette discussion-là pour être en phase avec l'actualité du pays. C'est dire comment est-ce que ce livre-là a été, petit à petit, comment ce livre-là, il a fait son cheminement. Ça, je le pose à Bruno pour pouvoir effectivement nous amener vers cette actualité-là. On est là aujourd'hui, mais demain après-demain, il y aura toutes ces discussions. Alors Bruno Lahaye. Comment aussi avec l'apport de la chanson... En se rapprochant du micro, cher. Toujours avec l'apport de la chanson, des chansons qui sont écrites en langue, en différentes langues issues du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, et d'amener par ces chansons à comprendre le sens par les langues. Et aussi, vous savez, Naouya Mimeno, en écrivant les textes, également les textes des chansons, elle m'a donné un prénom, Faé. Faé, et du coup, comme je dois le dire aussi, il faut bien que je le dise, elle m'appelle grand frère. Et donc je suis son grand frère, dans ce monde imaginaire un peu. Et Faé, en fait, ça signifie quoi? Faé, c'est l'action, c'est le verbe, qui consiste à nouer, attacher l'igname à son tuteur pour que l'igname pousse et s'élève, grandisse vers le ciel. Donc, Faé, voilà, c'est cette action de nouer l'igname, de cultiver l'igname. Et du coup, il fallait comprendre comment fonctionne cette société qui fonctionne à partir de l'igname. Parce que l'igname, elle vient de la terre. Vous voyez, c'est la mère nourricière qui va alimenter et qui va permettre à l'homme de grandir. Alors, vous voyez, j'ai amené un peu la flèche fêtière. Là derrière, un dessin. Voilà, il y a un dessin. C'est la flèche fêtière. Que ce sont deux personnes inversées. Voilà. Alors, il y a différentes explications. Ce matin, on a discuté avec André. Il y a différentes explications. Il y en a une que j'ai entendue quand j'étais au Festival Calédonia dans le Larzac cet été. Et c'est qu'en fait, la terre, la mère nourricière, vous voyez, et ça représente la maman. La femme. Alors, attendez, je finis. Comme on est à la radio, bon, la femme, moi je pense à ceux qui nous écoutent dans leur voiture. Et ici, vous avez l'homme, vous voyez. Et l'homme, il s'élève, il grandit, il pousse comme la plante. Parce que dans le socle des valeurs kanak, les kanaks sont des plantes, ils viennent de la terre, vous voyez. Et l'homme, il s'élève. En même temps qu'il s'élève, il grandit, il montre l'exemple. Et la femme, nous, on a l'impression qu'elle est derrière, elle n'est pas derrière, elle est là pour faire grandir. C'est elle qui donne la vie. Mais c'est elle qui donne la vie. Mais tout repose, et c'est là... Sur la mère nourricière, donc là, sur la femme. Sur la femme. Donc et c'est toujours que la carrière d'un homme dépend toujours de sa femme. Et oui, et Jean Ferrat, dans ses chansons, on veut voir la femme avant de recruter quelqu'un. Exactement. Et Jean Ferrat, vous voyez, je reviens à la chanson. Et Jean Ferrat, qui est un chanteur engagé, il dit, en chantant le texte d'Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Vous voyez, donc nous, on se rejoint à cause. On a bien compris. Alors, localement, nationalement, quel soutien avez-vous reçu?
sur votre combat. Alors, Donc je ne vais pas employer bien ce sûr. gros mot, mais comme je me souviens plus de ce terme de laïcité, je vais le réemployer sur l'indépendance audiovisuelle. Je dis bien audiovisuelle. Audiovisuel. Oui, laïcité Quatrième équitable. pouvoir, quand même. équitable. Bah, on s'attaque, c'est une sacrée montagne, on s'attaque au quatrième pouvoir, qui est le pouvoir, qui est le pouvoir des médias. Bon. Donc, Localement, nationalement, sur les politiques. alors beaucoup, déjà en proximité, ici, rien que sur la commune de La Baule, sur la presqu'île guérandaise, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, j'étais bien entendu engagé au niveau, des municipales auprès de la candidate. Alors, volontairement, je ne vais pas citer les noms. Ah bon? Aussi pour que, je vais vous dire pourquoi. Par respect vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, que je respecte pour l'engagement qu'ils ont tous, quelle que soit tendance confondue, d'une part, et vis-à-vis de nos auditeurs en Nouvelle-Calédonie, les noms, je vais citer les fonctions, ça leur dira rien. Donc je vais citer les fonctions. Donc la candidate socialiste, qui est conseillère, qui est la seule d'ailleurs au conseil municipal, qui m'a aidé avec son mari, notamment à reprendre toutes les erreurs, fautes de français que j'avais pu faire dans le livre. Donc c'est plus qu'une aide, vous voyez, c'est un véritable... Ils ont participé. D'accord. Voilà. Et puis notre député, la députée de la Côte d'Amour, de notre circonscription, qui est allé porter ce livre à l'Élysée. Faut reconnaître le travail. Ensuite, elle l'a également porté à la présidente de l'Assemblée nationale, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Qui est résidente secondaire ici aussi. Qui a sa maison de vacances ici. La présidente de l'Assemblée nationale. Oui, qui a sa maison de vacances ici. Voilà, tout à fait. Alors qui est la députée de Maison Lafitte. Vous allez voir pourquoi aussi, peut-être comprendre pourquoi André, sans le savoir, il est venu à La Baule. On va voir qu'il se passe beaucoup de choses ici. Et en fait, je lui ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs que chaque année se tient le congrès des Républicains à La Baule. Hein, c'est bon, voilà, une ville qui est très fortement gaulliste et républicaine. Et donc ensuite, bon, il y a également le maire de La Baule qui, cet hiver, en pleine campagne présidentielle, parce que j'ai bien entendu remis l'ouvrage à la plupart des candidats au présidentiel aussi, hein. Donc il fallait passer par le chemin coutumier. Donc le maire a remis également à la candidate des Républicains, qui est également résidente secondaire ici. Voilà. Donc vous voyez les choses. Toute la famille. Les choses se recoupent et voilà. Donc et même le conseiller municipal de l'opposition de droite à la mairie qui m'a aidé à porter également mon livre auprès de l'ancien Premier ministre, maire du Havre. Et donc le livre est allé au Havre et il m'a répondu d'ailleurs, le maire du Havre m'a fait une belle lettre en disant que il était assez occupé et qu'il regrettait vraiment de ne pas pouvoir écrire la préface. Donc, et tout ça, parce que le maire du Havre, il s'est engagé énormément aussi pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, il a été très engagé. Pour ce que vous appelez la laïcité équitable. La laïcité équitable. Donc, fallait le dire. Fallait remercier. Bon. Et alors, non, j'ai pas fini. Il y a également la maire de Lille. La maire de Lille qui m'a écrit pour soutenir la laïcité équitable au niveau de l'audiovisuel en Nouvelle-Calédonie. Et puis, j'ai aussi un gros soutien du successeur, on va dire quelque part, de Michel Rocard, qui est un conseiller d'État qui a écrit les accords de Nouméa. Qui est un conseiller d'État bien connu, je vais donner son prénom, c'est Jean-François, comme ça, bon voilà, j'en dirai pas plus, mais qui m'a écrit en disant quel témoignage de l'amour du pays. J'aimerais qu'on avance sur le débat, sur l'importance de l'audiovisuel. C'est le quatrième pouvoir, c'est pour ça que vous battez. Est-ce que c'est toujours finalement le quatrième pouvoir à l'heure du numérique, des smartphones? Je pense que c'était important
au moment où nous allons ouvrir une séquence, va s'ouvrir demain après-demain, une séquence qui va concerner l'avenir institutionnel du pays. Après l'accord de Nouméa, on va discuter, il va y avoir une discussion sur les 5 compétences régaliennes, dont la communication audiovisuelle, la compétence de la communication audiovisuelle. Et là où c'est intéressant pour ce livre, c'est tout un travail. Il y a de la consistance à l'intérieur de ça. Et puis ça, j'aimerais bien que Bruno nous en parle, parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Pas là-bas seulement, quoi, mais là-bas et ici, avec des textes de loi qui permettent une certaine ouverture pour pouvoir effectivement permettre une certaine diversité et permettre aux uns aux autres de s'enrichir avec de la connaissance, s'enrichir avec l'expression, et puis en même temps permettre aussi au peuple français, parce que là-bas on parle de la France là-bas, mais c'est bien que le peuple français soit aussi au courant pour qu'il y ait des messages qui soient dits aussi. Et puis je pense que c'est bien que Bruno il développe sur, on a parlé des différents contacts, mais quelles vont être les démarches pour pouvoir permettre d'aboutir à cette ouverture in fine. Parce que dans son livre, j'utilisais le mot apartheid numérique tout à l'heure. Vous parlez de cela, vous allez répondre. Faites-nous un état des lieux de l'offre audiovisuelle en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a que Radio Jido, finalement, qui peut porter votre message. Tout le reste est vraiment centralisé. C'est-à-dire que Radio Jido, dans notre narration, quand on raconte le pays, Radio Jido accueille, on accueille les autres. On a accueilli les autres. Le peuple kanak a accueilli les autres. Mais maintenant, on s'est retrouvé dans une situation où les autres veulent étouffer la parole du pays. C'est pas normal. Quand on arrive dans un pays, ben on respecte les gens qui sont là. Quand j'arrive ici, en Bretagne, je respecte les gens de l'endroit. Mais maintenant, il y a une mainmise. Maintenant, c'est comment les services, le public de l'État, ils donnent la parole aux gens du pays sur la vision. Voilà. Alors, c'est là ce que vous venez de faire, André. En fait, ça se rapproche et ça me rappelle le pari de l'intelligence. Le pari de l'intelligence initié par Michel Rocard. Il faut revenir un petit peu, je vais un peu la genèse, au moment des événements d'Ouvéa. La France, la Calédonie a peur. Et Michel Rocard, quand il reprend derrière le dossier, il se rappelle, lui, il a été très marqué par la guerre d'Algérie, par la façon dont, en fait, l'Algérie a basculé vers l'indépendance sans avoir fait le transfert de compétences. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait l'indépendance sans avoir fait le transfert de compétences? Eh bien, c'est la dictature qui s'est installée. Si vous ne donnez pas aux gens les moyens de pouvoir accéder à leur autodétermination en ayant des compétences, et vous avez des dictateurs qui vont s'emparer du pouvoir et on va sombrer dans la dictature. Donc, Michel Rocard, il a cette crainte. C'est que la Nouvelle-Calédonie, à un moment donné, bascule dans la dictature. Et donc, il fait ce pari de l'intelligence qui dit, eh bien non, on va d'abord faire le transfert des compétences avant de basculer. Et c'est tout le sens des accords de Matignon, et c'est tout le sens des accords de Nouméa. C'est les transferts de compétences. C'est la condition sine qua non pour pouvoir accéder, peut-être pas... on va pas dire de gros mots, quoi, à l'indépendance, mais au moins à l'autodétermination du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. Que les gens puissent faire leur choix en connaissance de cause. Parce qu'ils auront expérimenté durant les 30 dernières années, ce n'est plus seulement des slogans, mais c'est la réalité au quotidien, la gestion des communes, la gestion des provinces, comment est-ce qu'on développe notre économie pour financer le pays. Là, pendant 30 ans, on a traversé, on a vécu effectivement les points forts, les points faibles, et puis c'est pour ça que c'est intéressant, parce que l'ouverture au niveau des médias, pour permettre aux gens de dire, ah ben tiens, il y a telle information ici, ah, il y a d'autres qui sont ici, quoi, et puis de s'exprimer aussi. Vous avez bien eu, on va tenter de vous répondre, il y a bien eu tous les référendums, dont le dernier référendum. Mais c'est très intéressant.
dans les référendums. Quand il n'y a qu'une seule parole qui a la même mise, et puis les médias kanaks qui ne sont pas vraiment écoutés, je reviens sur le mot apartheid. Et c'est ce livre-là, en 2012, depuis ces travaux-là, Bruno, quand il est passé en Nouvelle-Calédonie, quand il a commencé à proposer la deuxième vague pour l'ouverture au niveau audiovisuel, pour permettre l'entrée de la concurrence, ben, il y a toute une levée du bouclier. André Croiset, permettez-moi, pour ceux qui nous écoutent, de décrypter, sous le contrôle de Bruno Lahaye, si j'ai bien compris cela, vous estimez finalement, je pense comprendre, que ces référendums ne sont pas forcément valables parce qu'il n'y a pas eu une possibilité d'expression médiatique, un pluralisme médiatique suffisamment important, permettant aux deux camps de s'exprimer librement, de partager leurs opinions, pour que la population puisse voter en connaissance de cause. Comme vous estimez qu'il n'y a eu qu'un seul vent médiatique anti-indépendant, ben vous estimez forcément que c'est caduc. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc il faudrait un prochain référendum, et s'il y a un prochain référendum, que le secteur audiovisuel calédonien soit suffisamment libre et pluraliste dans les deux camps pour que chacun puisse accéder à sa culture, à son information. Voilà. Et que ce qu'on appelle la propagande, mais le discours soit équitable dans les deux sens, c'est ça. Donc on voit à quel point l'audiovisuel c'est très important dans cette affaire de référendum. Oui, et d'ailleurs j'en reviens donc à Michel Rocard et les fameux transferts de compétences. Et donc Michel Rocard demande d'ailleurs à notre conseiller d'État que j'ai cité tout à l'heure, Jean-François, il demande d'écrire, parce que c'est lui qui les a écrits, d'inscrire les transferts de compétences dans ces accords. Et dans les transferts de compétences, il y en a un particulier qui est l'article 27 des accords de Nouméa, qui est le transfert des compétences audiovisuelles, qui n'a toujours pas été fait aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire on va aller vers quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il faut transférer à un moment donné la compétence. C'est-à-dire que la compétence, c'est ce qui va vous permettre d'acquérir les moyens financiers. Hein. Quand on parle de compétences, faut appeler un chat un chat. Hein. C'est le nerf de la guerre, c'est quand même la finance. Donc c'est de trouver par soi-même, de dégager par soi-même les moyens financiers qui vont permettre d'accéder à qui remettons cette compétence? Quelle autorité? Alors, quelle institution? Quel camp politique, j'allais dire? Surtout pas les politiques. Voilà. Surtout pas les politiques. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le CSA, qui est devenu aujourd'hui l'ARCOM, la haute autorité, on connaît l'histoire, hein, vous le connaissez comme moi, pour que le pouvoir politique n'ait pas d'action sur les médias, pour que les médias soient indépendants. Maintenant, il faut aussi que les médias, elles aient les moyens financiers pour être indépendantes. Et donc c'est toute la clé du livre, c'est que dans le livre, on donne en fait le business plan, on donne la méthode financière pour que la Nouvelle-Calédonie puisse dégager par elle-même toutes les ressources nécessaires financières à financer l'indépendance des médias. Et ça, le dividende numérique. Mais c'est là où... alors le dividende numérique, il vient de la TNT, je leur expliquerai après tout à l'heure ce que c'est exactement le dividende numérique. Mais donc, dans l'histoire, qui est une histoire vraie, en 2012, quand je l'ai rencontré qu'une seule fois, Naouya Mumeno, la première chose qu'elle me dit, ton projet de vague, machin, c'est super, mais aide-nous, parce qu'il faut que tu trouves le financement pour pouvoir financer ça. Et quand ensuite je vais au congrès de l'Union calédonienne, rencontrer tous les politiques, j'ai le secrétaire du FNKS, là je vais donner le nom, c'est Régnier, qui me rappelle en disant votre truc, nous, c'est génial, on veut y aller, mais aidez-nous, essayez de nous trouver le financement. Et ensuite, pendant 10 ans, je suis allé au Conseil d'État, revoir Alain Méhard, j'ai cherché comment, et Alain Méhard d'ailleurs, et à son âme, m'a beaucoup aidé à trouver le moyen pour financer l'intégralité. Donc j'en reviens au dividende numérique. Et là, on va parler gros sous, parce qu'il faut en parler aussi. Le marché de la télévision
le marché publicitaire de la télévision en France, avant l'arrivée de la TNT, c'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Pas mal. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que TF1, pendant longtemps, a freiné le démarrage de la TNT, parce que 10 milliards d'euros, pas trop envie de partager. Bon. Terre de parole, terre de partage. Et du coup, lorsque on voit après ce qui s'est passé 10 ans, 15 ans après, il y a eu les effets, ce qu'on appelle du dividende du numérique. Le dividende numérique, c'est quoi? C'est ce que va rapporter l'augmentation du nombre de chaînes, puisqu'on est passé de 6 chaînes à 27, 30 chaînes gratuites. Encore une fois, c'est la gratuité hein, qui ramène le business. Hein. C'est pas la télévision payante, c'est la télévision gratuite. On est passé à plus de 20 milliards. Et quand on regarde... De recettes publicitaires. De recettes publicitaires. Donc un marché de la TNT qui est de plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui. Et si on regarde comment ça donne, comment ça se décline sur le petit territoire de la Nouvelle-Calédonie, par rapport à toutes les entités, les domaines économiques, il faut en général considérer que c'est 1% de la France. Donc rapporté à Nouvelle-Calédonie, donc vous voyez, 20 milliards d'euros, ça fait 200 millions d'euros, grosso modo, le marché. Voici ce que pourrait être le marché avec l'arrivée des nouvelles chaînes. Donc 200 millions d'euros. Actuellement, c'est quoi le marché? Vous avez le budget de Nouvelle-Calédonie première, qui est la chaîne locale, qui est de 30 millions d'euros par an. 30 millions d'euros par an, faire fonctionner là. Ça coûte de l'argent la télé. Hein. Vous savez bien, Yannick, hein, la radio déjà ça coûte. La télé ça coûte 10 fois plus que la radio. Oui, c'est ça. Donc, 30 millions pour Nouvelle-Calédonie première. En face, la chaîne, ça c'est la chaîne d'État. D'accord? Chaîne d'État, 30 millions. Et les autres en face, donc Calédonia, ils ont un budget qui est financé en partie par la province nord, en partie par la province sud, de 700 000 euros. Vous voyez le déséquilibre? Comme disait Jean-Marie Chibaou, les autres, ils ont des hélicoptères, nous, on a que des carabines. On a une image. Donc, oui, mais enfin, c'est pas dans toute la France, c'est ça l'apartheid. Vous voyez l'apartheid, là on est à les Corses vont vous dire on a un apartheid numérique en Corse, les Basques après vont venir. Les Corses peuvent pas. Mes amis Corses, j'en ai puisque j'ai été interviewé aussi sur Alta Frequenza. Hein. Il n'y a que 3 radios qui m'ont pas boycotté, qui n'ont pas censuré. Care News, merci Care News. Gido, merci Gido. Et Alta Frequenza, merci Alta Frequenza. Voilà, je le dis, toutes les autres, ils ont censuré, ils ont boycotté mon livre, ils ont censuré mes chansons. Et à un moment donné, il faut le dire. Hein. Donc, non, mais je continue parce que c'est pas fini. Et après, vous avez Canal qui représente 40 millions d'euros par an, avec des abonnements à 100 euros par mois, 100 euros par mois là-bas en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi Canal, 40 millions d'euros, il est soutenu? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que quand je fais l'article sur l'apartheid numérique en 2016, une semaine après, il y a le directeur de Canal Nouvelle-Calédonie qui fait un article en disant « Ah oui, mais sur les 40 millions, on reverse 10 millions au gouvernement de Nouvelle-Calédonie. » C'est-à-dire que je vous explique, hein, Canal, il récupère des programmes gratuits en France. Des programmes de TF1, d'M6, enfin des groupes TF1 et M6, il récupère plus lent en ce moment. Sur TF1, il récupère plus lent. Oui, mais si, là, il les récupère pour la Nouvelle-Calédonie. Non, il les récupère pour la Nouvelle-Calédonie, mais après, il les revend. C'est-à-dire qu'il fait avec du gratuit, il revend, il fait son business. Et après, pour se dédouaner de sa conscience, il donne un quart en impôt au gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et vous appelez ça comment, vous? Du business? Non. Moi, j'appelle ça de la corruption. Excusez-moi, hein. Excusez-moi de dire bon. Mais ça oui, j'emploie pas le même terme, parce qu'en réalité,